Bonjour Philippe Perfettini. Bonjour Frédéric Bertocchi. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? C'est notre nouveau rendez-vous puisqu'on a réussi à squatter l'émission d'Isa Story in Israël une fois toutes les 2 semaines en fait. Je suis heureux de partager ce moment avec toi Philippe. Donc. Eh bien, tout au long de cette année, nous allons recevoir des gens de culture qui s'intéressent particulièrement, voire même qui sont des spécialistes du monde napoléonien. C'est un peu ça le principe. C'est le principe et on va commencer en fanfare avec l'homme qui est réputé être un des plus grands historiens d'art au monde en ce moment, qui est monsieur Philippe Costamagna, le directeur du Palais Fèche. Le directeur des musées de la ville d'Ajaccio. Bonjour Pardon. Philippe. Bonjour, et je vois qu'on part directement dans l'exagération. Mais non. Ah mais je pense que Philippe, toi tu sais de quoi tu parles. Donc c'est toi qui le dis, je partage ton avis. C'est pas moi qui le dis parce que c'est de notoriété publique maintenant, vous pouvez pas faire votre modeste, c'est comme ça, il faut être à la hauteur de votre réputation. Alors Philippe Costamagna, donc on rappelle, directeur des musées de la ville d'Ajaccio, on va passer la semaine ensemble, on va parler déjà de votre parcours, justement pour savoir comment, déjà si Philippe a raison, mais comment voilà, on peut arriver à ce métier-là qui est le vôtre. Je pense que c'est un métier extraordinaire lorsqu'on est passionné, ce qui est votre cas. On parlera du Palais Fèche en tant que musée. Et puis, on essaiera d'avoir quelques indiscrétions en fin de semaine, vendredi, notamment sur ce qui est en préparation. Je crois qu'il y a une exposition Caroline Bonaparte. Il y a ce fameux musée napoléonien dont on parle actuellement. Ce sera pour conclure. Alors, si on commençait par, bien tout simplement, par la genèse, par les débuts, cet amour de l'art, c'est venu comment chez vous ? Alors, je ne vais pas vous dire que c'était naturel, parce que ce n'est pas naturel, évidemment. Mais c'est venu, disons, par 2 choses. Peut-être, bon, c'est le vivre déjà dans un milieu où il y avait des œuvres d'art. J'ai grandi entouré d'œuvres d'art. Et bon, l'un n'impose pas l'autre. Mais aussi, j'avais un grand-père maternel chez qui j'ai été élevé, éduqué, chez qui j'ai grandi, qui possédait donc des œuvres d'art, mais qui aussi était une passion qui m'a amené tout petit dans les musées. Et donc, c'était la sortie, quand il pouvait, le dimanche, il m'amenait, c'était pour lui un plaisir d'amener les enfants dans le musée, ma sœur et moi, mon frère. Et moi, j'ai développé une véritable passion, donc, non pas que ma sœur ne soit pas passionnée non plus, mais ça a été, en fait, quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 10 ans, un peu moins, pour moi, j'attendais ça parce que c'était l'occasion d'aller dans les musées, de voir les grands musées. Donc, c'était tous les jeudis, c'était le jeudi à l'époque. Je partais avec ma nounou et nous allions dans tous les musées, que ce soit bien évidemment le Louvre régulièrement, mais les petits musées parisiens qui étaient autant des musées d'objets d'art, mais tout m'intéressait, c'est-à-dire les arts primitifs, les arts asiatiques, l'art contemporain, la création contemporaine, les objets. J'aimais au Louvre, j'aimais les objets d'art, j'aimais les départements art syriens, j'aimais comme le petit garçon les départements égyptiens et la peinture. C'est Alors moi, j'ai l'impression, en vous entendant, en vous écoutant, qu'avec vos yeux qui pétillent, que c'était limite un petit garçon qui allait dans un parc d'attractions, qui allait faire tel manège, tel manège, tel manège, tel manège, et que ça vous a nourri même votre imaginaire d'enfant, de petit garçon. Oui, alors mon imaginaire tout ça va fonctionner. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas de tablette, donc, et on lisait beaucoup. Et donc cet imaginaire était aussi enrichi par la littérature, et c'est vrai qu'on commence par Dumas, mais Dumas est une excellente littérature, et après j'aimais, si vous voulez, j'ai lu à 14 ans, je lisais Flaubert, je lisais Salammbô, ce qui correspondait à ce que je découvrais dans les musées. Si vous voulez, j'avais cette passion pour moi. Un de mes chocs, ça a été Gustave Moreau, l'atelier de Gustave Moreau, qui correspondait justement aux lectures du moment. Et en fait, à chaque fois, c'était j'étais très mauvais élève à l'école. On a du mal à le croire. Non, il n'y avait que l'histoire qui m'intéressait, et la littérature. Et puis, il y a ce magnifique roman d'Émile Zola qui s'appelle L'œuvre. Je pense que vous l'avez lu, celui-là. Oui, qui est extraordinaire. Puis vous qui aimez l'art et la littérature en même temps. Et oui, mais il y avait aussi, il y avait pas que ça, il y avait aussi Baudelaire, il y avait beaucoup de choses. Bien sûr, et j'ai même, je peux vous dire, j'avais découvert Diderot avant d'arriver au bac, enfin avant de rentrer en fac. Parce que, en fait, je vous dis, tout ça a été assez pénible, mais je suis quand même arrivé au bac. Et alors là, ça a été la libération, parce que j'ai pu m'inscrire en histoire de l'art. En fait, je me suis inscrit en histoire et en histoire de l'art, à l'école du Louvre et à la Sorbonne. Et alors là, ça a été vraiment une révélation. C'était pas une révélation, c'était pour moi, ça a été, disons, un vrai moment de bonheur.
Mais comment dire, ça a été... De toute façon, c'est le côté absolument formidable de ce métier, c'est que c'est toujours du bonheur. De vivre en contact avec les œuvres d'art, de faire des choses, d'avoir des projets. Si vous voulez faire de la recherche, c'est du bonheur. Parce que, parfois, c'est plus ou moins satisfaisant parce qu'on découvre pas, mais on finit toujours par trouver. Et puis, à force, je me suis formé un œil parce que En fait, quand je me suis inscrit, j'étais passionné par la peinture vénitienne du XVIIIe siècle. Je voulais me spécialiser là-dessus. Évidemment, il n'y avait pas de cours. Donc, je n'ai pas pu étudier à l'université la peinture vénitienne, parce que moi, je pensais qu'on pouvait tout apprendre une fois qu'on était à l'université, ce qui n'est pas le cas. Il y a des cours, il faut trouver les bons cours. Et je me suis retrouvé à étudier la peinture d'Italie centrale du XVe siècle, avec Michel Laclotte, qui est un très très grand monsieur. Je lui dois beaucoup, et je lui dois énormément. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, parce qu'il avait un cours sur Piero della Francesca, qui est un des plus grands peintres du XVe siècle, qui a fait ce cycle de fresques à Arezzo, qui est presque de la peinture métaphysique. Enfin, c'est absolument exceptionnel. Et je ne savais pas qui c'était. Et en fait, la révélation a été davantage liée à la voix de Michel Laclotte qu'à ce qu'il montrait. Et du coup, après, c'est une formation. Et voilà. Et donc, j'ai regardé tous ces tableaux. On a fait quand on est jeune, après, en première année, on a fait le grand tour, le voyage d'Italie. Nous, c'était en 2 chevaux avec une amie. Et on a regardé les tableaux, on a continué. Et finalement, je me suis fait un répertoire dans ma tête, d'œil. Et c'est comme ça que j'ai pu après pouvoir attribuer, me spécialiser. On va poursuivre cette discussion demain. Philippe, il y a plein de questions pour Philippe Costamagna. On le rappelle, un directeur des musées de la ville d'Ajaccio. On va poursuivre cette discussion demain. On parlera aussi du musée Fesch cette semaine, du musée napoléonien qui est en cours, enfin on l'espère, c'est en projet en tout cas. Donc à demain, Philippe. À demain. Bonjour Philippe Perfettini. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Très bien. Cette semaine, tu nous as ramené comme invité Philippe Costamagna, directeur des musées de la ville d'Ajaccio. Bonjour Philippe. Bonjour. Moi je suis un peu troublé avec 2 Philippe là. C'est un peu troublant. Alors on a commencé cette discussion hier avec vous, Philippe Costamagna. On a commencé à parler un petit peu de votre parcours. Un parcours qui te... Je sais pas, c'est fascinant moi je trouve un parcours comme ça. C'est fascinant, d'autant plus que vous avez employé le terme deuil et que vous êtes l'auteur d'un best-seller qui s'appelle Histoire d'œil, édité chez Grasset. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, c'est un livre, c'est une commande de Grasset qui est une commande en fait liée à une découverte d'un tableau que j'avais au musée de Nice, que j'avais fait avec un ami, Carlo Falciani, historien d'art spécialiste du XVIe siècle comme moi. Et on a découvert un tableau de Bronzino, mais par un hasard, vraiment une révélation, c'est-à-dire on était au musée de Nice, il y avait un rayon de soleil qui allait sur les pieds de ce tableau qui n'était pas exposé habituellement, qui était dans les réserves. Et c'est un tableau dont on connaissait la photographie, qui était une photographie floue d'ailleurs. Et le tableau était attribué au XVIIe siècle, à un petit peintre mineur du XVIIe siècle. Et on a vu ensemble ce Christ, c'était un Christ. On a vu ses doigts de pied, on s'est regardé, on a vu ensemble la main de Bronzino, qui est un des grands peintres florentins du XVIe siècle, un des grands peintres, c'est un grand portraitiste de cour, enfin, on connaissait comme peintre, surtout comme peintre mondain des Médicis. Et on a vu un tableau d'une sobriété, donc c'était ce tableau, sa découverte de ce tableau a renouvelé la vision de l'artiste. Enfin, ça a été vraiment une véritable... C'est incroyable quand, dans les années 2000, aujourd'hui, on peut encore faire des découvertes à ce niveau et surtout remettre en cause des certitudes d'histoire de l'art. Et donc, juste après, il y a eu une exposition Bronzino. Le tableau était dans l'exposition Bronzino à Florence. Et ça a complètement changé la vision de tout le monde, de tous les visiteurs. On a vu un autre artiste. Et donc, un de mes amis, Charles Dantzig, qui est écrivain et éditeur chez Grasset, avait vu le tableau et a adoré ce tableau. Il a dit, il faut que tu viennes en parler à son émission à France Culture. L'émission a été extrêmement écoutée, a été podcastée, enfin, il y avait très haut niveau d'audience. Et donc, il a décidé d'en faire un livre parce qu'il s'est dit, ça intéresse le grand public. Donc, c'était un livre
destiné au grand public pour expliquer ce métier, qu'est-ce que l'attribution, comment on est un historien d'art attributionniste, très vilain mot, et comment on... Voilà, et donc ça a été écrit à travers ma propre expérience, parce qu'il fallait, comme c'est pour du grand public, il fallait que le public suive et s'accroche à un personnage qui a été dans le cas moi. D'accord. Donc il y a quand même ce qu'on peut appeler peut-être un phénomène dans l'écriture de vulgarisation, peut-être, même si c'est pas péjoratif, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Absolument. Ça, mais hein. ça a été écrit à 80 parce que ça a été écrit avec un jeune normalien, parce que le musée Macapar Rétro, je n'avais pas, ça aurait été difficile. Toujours quand on écrit à deux, on a parfois un peu des difficultés au départ, puis finalement il est rentré dans mon écriture, parce qu'on va corriger chapitre par chapitre, et surtout ce que voulait l'éditeur, et ce que je voulais, c'est que ce soit extrêmement vivant, donc pour que ce soit facile à lire. En fait. Vous faites souvent référence à Florence. Et pour cause. Et pour cause. Est-ce que c'est un choix inconscient dans votre éducation, ou il y a vraiment quelque chose qui vous y a amené? Alors, pas du tout. Donc, quand j'étais à l'école du Louvre, je me suis spécialisé sur la peinture du XVIe siècle. J'avais un professeur qui était une autre femme extraordinaire, qui était Sylvie Béguin, qui était conservateur au Louvre, et avec qui on avait étudié Raphaël. Et on avait fait des expositions ensemble. Ça a été mon maître, mon véritable maître. Et donc, je me suis spécialisé sur le XVIe siècle italien, sur l'Italie centrale, c'est-à-dire Florence et Rome. Et j'avais une passion pour Rome et je n'aimais pas Florence. Donc je me suis dit, si tu veux terminer ta thèse, ne va pas à Rome, tu vas faire la fête tout le temps, mais va à Florence que tu n'aimes pas, donc tu iras en bibliothèque tout le temps. Je suis allé à Florence, je suis allé en bibliothèque, mais j'ai aussi fait la fête. Et donc ça a pris quelques années à aboutir, cette thèse sur les portraits florentins du XVIe siècle. C'est énorme là, parce que là vous touchez quand même, Florence au XVIe siècle par exemple, je ne suis pas spécialiste comme vous, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus gigantesque, me semble-t-il, c'est vrai qu'il y a l'art contemporain, etc., mais là vous touchez quand même du doigt une sorte de Graal, je dirais, non? Oui, alors justement, c'est pour ça, ma thèse était sur les portraits florentins. Donc sur les portraits. Sur les portraits, déjà ça réduit un peu. Parce que c'était à la fois en même temps une étude sur l'époque, sur le siècle, c'était à la fois sociologique et historique, donc ça m'avait beaucoup intéressé. Et j'essayais de rendre quelque chose d'intéressant, disons. Et je m'étais surtout intéressé, en dehors de ça, sur les petits maîtres, parce que les grands maîtres me faisaient peur. Et je dois dire que vraiment, je tournais autour des grands maîtres, c'est-à-dire Pontormo et Bronzino, et en fait, après... c'est eux qui sont venus à moi, disons. Parce qu'on m'a demandé de faire le catalogue raisonné de Pontormo, qui était né en 1494 pour l'année 1994, et le 4e centenaire, le 5e centenaire. Et donc, voilà, j'ai fait ce catalogue raisonné, ça m'a pris quelques années, mais enfin, c'était une œuvre importante, et de là, je suis passé à Bronzino, parce qu'on est obligé... Passage obligé. Dernière question peut-être, Philippe, pour Philippe Costamagne. On aurait tellement de questions en fait que... C'est sans fin. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que le peu que je connaisse du goût florentin, c'est très sophistiqué et très bon goût. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les Florentins ont acquis un goût aussi abouti en matière de peinture par rapport à leurs voisins et aux autres pays? Alors, c'est assez... Ce qui caractérise les Florentins, c'est leur prétention. Donc, ça vous fait rire, mais c'est une... Il ne faut pas oublier que c'est quand même le pays de Dante, c'était la langue italienne, c'est le florentin, le toscan. Et les Florentins ont toujours été extrêmement prétentieux, ont toujours pensé qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils avaient le meilleur goût, qu'ils avaient les meilleurs artistes, ce qui est le cas. Je veux dire, tous les grands artistes au XIIIe, au XIVe ont été considérés comme les artistes florentins. Maintenant, on découvre qu'aussi il y avait des artistes absolument exceptionnels dans toutes les écoles d'Italie, mais les grands artistes, Giotto, c'était Donatello, etc. Et puis on arrive au XVIe siècle avec Léonard et Michel-Ange qui sont florentins. Donc le goût, et c'est pour ça, et c'est vrai c'est assez rigide, d'ailleurs le rocaille, le rococo le baroque n'a eu aucun succès à Florence. Ce sont vraiment un peuple assez
carré dans son esprit. Il pourrait être presque cartésien. D'ailleurs, les rapports entre les Florentins et la France ont toujours été extrêmement... Il y a peut-être un lien proche. Et d'ailleurs, c'était ça qui me rebutait un peu à Florence. Mais après, le bon goût, la définition du bon goût, et qu'est-ce que du bon goût, je pense que... Les Français disaient qu'ils en étaient maîtres aussi au XVIIIe, hein, avec Voltaire, je crois. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Oui, non, mais chacun peut s'attribuer, nous sommes les maîtres du bon goût, J'ai fait une exposition sur le bon goût français de François Ier à nos jours, à la demande de Frédéric Mitterrand au Kazakhstan, et ça a été... Tout ça est une question de prétention. Non, les Florentins ont très bon goût. Ils ont eu Elisa Bonaparte comme souveraine, donc ça ne souffre aucune détestation. Qui a été une très grande souveraine. Voilà. Messieurs, on va se quitter, on va se donner rendez-vous demain pour la 3e émission de la semaine. Alors demain, on va parler du Palais Fèche à Ajaccio. Donc là aussi, il y a énormément de choses à dire. On consacrera notre mercredi, notre jeudi pour cela. À demain. À demain. Ah oui, c'est vrai, je tendais le générique. Je suis bête. Il n'y a pas de générique. On le mettra plus tard. Philippe Perfettini, bonjour. En ce mercredi, donc cœur de la semaine, où nous recevons Philippe Costamagna. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs. On rappelle, notre invité depuis le début de cette semaine, directeur des musées de la ville d'Ajaccio. Alors je vous appelle Costamagna. Philippe, lui, c'est plus Costamagna, donc il y a les deux manières de prononcer, soit l'italienne, soit la française en quelque sorte. Saint-Germain-des-Prés. Voilà, exactement. Philippe, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir tout au long de cette semaine. On a parlé un petit peu de votre parcours, on a voyagé notamment du côté de Venise en ce début de semaine. On va parler à partir d'aujourd'hui du Palais Fèche. Est-ce que selon vous, puisque vous êtes responsable de ce musée, est-ce que selon vous, le Palais Fèche, la renommée du Palais Fèche, est-ce que la renommée est assez... comment dire ? J'ai l'impression que ce n'est pas assez connu en France. On voit des touristes qui arrivent qui ne connaissent pas. Est-ce que c'est normal, sachant ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors, que vous répondre ? C'est une... En fait, la directrice des musées de France, d'alors, Madame Francine Mariani-Ducré, m'avait demandé de venir diriger le Palais Fèche, pour faire les travaux, parce que les travaux étaient envisagés, étaient même budgétés, et donc il fallait un directeur, parce que Jean-Marc Olivier, mon prédécesseur, qui avait fait... Enfin, on en reparlera, mais a fait des choses formidables pour le musée, était devenu directeur du patrimoine de la CTC, donc il fallait une personne, et la directrice des musées de France m'avait demandé, parce que j'étais spécialiste de peinture italienne, et donc il fallait quelqu'un quand même spécialisé, vu la collection du Palais Fèche, et il fallait aussi quelqu'un qui avait un réseau qui était connu en France d'abord, qui avait un réseau français, qui avait un réseau à l'international pour faire connaître le musée. Et en fait, ma mission était de faire connaître le musée. Donc, vous dire qu'il n'est pas connu, ça veut dire que j'ai échoué. Non, mais... non, c'est pas du tout. Mais c'est vrai que souvent... Alors, moi, je pense que c'est plus l'art en général qui est méconnu du grand public. Oui, alors le musée est vraiment maintenant est devenu, je pense, dans l'esprit d'un certain monde cultivé, dans l'esprit des historiens d'art et dans le monde des musées, maintenant est devenu très connu. D'accord. On en parlera, on reparlera de la collection. On a fait, parce qu'on en reparlera aussi, mais on a fait des expositions qui ont fait connaître le musée. Et je crois que depuis la réouverture du musée en 2010, grâce à toute l'équipe qui m'entoure, on a vraiment et le soutien des différents élus aussi, il faut le dire, parce que on ne peut pas le faire sans... Tout ce qu'on fait au musée ne peut pas être fait sans budget quand même, et on a un budget assez constant, ce qui est bien, je veux dire. Et c'est vrai que ça, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment, de ce soutien des élus et des maires d'Ajaccio successifs, qui se rendent compte de l'importance du musée comme outil culturel de la ville. Et donc, je pense que les Ajacciens viennent beaucoup plus. Ou même s'ils ne viennent pas, ils connaissent davantage leur musée. Parce qu'on fait de la communication, on multiplie les événements, que ce soit des petits événements, des grands événements, on fait des grandes expositions, des petites expositions. On fait des concerts dans le musée, on a fait venir de la danse, toute forme d'art, en fait, pour que les Ajacciens s'approprient leur musée. Et
Et je vois même ce que font toutes les filles, ce sont toutes des filles du pédagogique au musée, pour faire ce qu'elles font dans les quartiers, c'est formidable et émouvant à la fois de voir cette façon de s'approprier, même pour l'ouverture d'esprit, hein, parce qu'on voit que ce soit toute confession confondue, les gens viennent et s'approprient, ne voient plus. Je pense que c'est un outil pour l'ouverture d'esprit à Ajaccio. Une petite question très difficile, parce que je suis au musée Fesch depuis quelques années moi aussi. Hein. Le cardinal Fesch voulait un outil éducatif. Oui. Et ça, on s'en souvient tous les jours. Voilà. Absolument, absolument. Comment pensez-vous que nous puissions faire encore mieux en termes d'éducation pour la population grâce au musée ? Parce que, pardon, je recontextualise la question, parce qu'il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans Corse Matin. Il y a quelques jours, oui. Il y a quelques jours, absolument, pardon, sur la pauvreté de l'île et la misère dans l'île. Et la misère sociale s'accompagne souvent d'une misère éducative. Est-ce que vous pensez que le musée Fesch et les musées de Corse en général ont mission d'essayer d'élever le niveau? Et si oui, comment on amène les gens? Absolument, et Philippe, vous le savez, parce qu'on essaye tous les jours de le faire. Mais donc, oui, on peut rappeler que dans le testament du cardinal Fesch, il léguait sa collection, et avec la volonté de faire un musée et une maison d'éducation, hein, pour l'éducation des jeunes Corses. Donc, c'est une idée de l'aboutissement des Lumières, hein, c'est Robespierre en 93 a créé le Louvre pour l'éducation des peuples. C'est vraiment ces idées des philosophes des Lumières, et donc on continue là-dessus, on essaye, et je pense, je vois, parce que je n'en suis pas responsable, donc je peux plus facilement en parler, du travail qui est fait au musée pour montrer qu'on va toujours plus loin dans les initiatives pour l'éducation des jeunes gens. Et alors, c'est ce qui était assez difficile. Hein. Je veux dire, certains, par exemple, les adolescents, c'est extrêmement difficile de les faire venir au musée. Donc, on a fait des expositions avec Anne-Alessandre et Dufrac pour faire venir les ados qui viennent, parce qu'on en avait pris la dernière fois comme sujet la violence et les passions. Donc, c'était effectivement ça, avec des vidéos qui étaient pas facile, mais montrer justement que quand la violence défend des idées, porte des idées positives, elle peut, non pas qu'on voulait légitimer la violence, mais on légitime les passions en tout cas. Et donc ça fait venir les ados. Et quand on voit par exemple les jeunes qui viennent et qui reviennent, qui amènent leurs parents avec eux, ça c'est très... je veux dire, on voit de plus en plus des femmes voilées au musée, je trouve ça formidable aussi. Parce que ce sont les enfants des quartiers qui amènent leurs parents. Donc c'est un véritable outil, oui. Et que ce soit d'ailleurs le musée de Bastia, le musée de Corté ou le nôtre. Ce sont des outils, mais c'est pour ça où il faut... Mais c'est pour tout l'hexagone complet, je veux dire, cette notion d'éducation par les musées. On va se quitter, messieurs. Philippe, on va se donner rendez-vous demain. On continuera de parler donc de ce musée qui s'appelle le Palais Fesch. Hein. C'est pas le musée Fesch. Hein. Je crois que c'est bien ça. Il faut bien préciser. C'est une volonté du ministère de la Culture et de nous pour montrer que nous sommes un musée des Beaux-Arts, à ne pas oublier. Donc, on parlera... On pourra rappeler ce qu'est un musée des Beaux-Arts. Exactement. Ben, ce sera justement notre première question demain. Donc, à demain. À demain, bonne soirée. Ça tourne, Philippe Philippe, c'est tellement Philippe que Francis. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Alta Frequenz. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Philippe Perfettini qui donc m'accompagne dans ce nouveau concept de Storia Nostralia. Une semaine sur deux, on reçoit donc un acteur culturel plutôt spécialiste de Napoléon, de la famille, ce qui est le cas avec le cardinal Fesch notamment. Philippe Costamagna, bonsoir. Bonsoir, comme vous le savez depuis 3 jours, je ne suis pas spécialiste de Napoléon. Oui, mais quand même, on va parler du cardinal Fesch dans une petite semaine, enfin dans un petit peu plus maintenant, dans une dizaine de jours. Mais on parle en tout cas du Palais Fesch, puisque vous êtes responsable puisque vous êtes directeur des musées de la ville d'Ajaccio. Alors pourquoi Palais Fesch? Je crois que palais, musée, ce mot a une importance quand même capitale. Oui, alors
les capitales régionales et même les grandes villes, les chefs-lieux de département sont depuis la loi Chaptal, enfin c'est pas une loi d'ailleurs, un arrêté de 1801, toutes les villes ont un musée des beaux-arts. C'est-à-dire on a profité des saisies révolutionnaires pour déposer dans toutes les grandes capitales provinciales des œuvres et créer des musées pour l'éducation des peuples, toujours. Et curieusement, Ajaccio a été épargné. Enfin, épargné, a été évité, on ne sait pas. C'était la seule ville qui n'a pas eu son musée des beaux-arts, qui a été créé sous Napoléon III, en fait. On en reparlera avec le Leg Fèche. Peut-être que Napoléon, qui était Bonaparte à l'époque, avait déjà dans l'esprit la collection de son oncle, et pensait que la collection de son oncle finirait peut-être à Ajaccio. Mais donc les musées des beaux-arts sont des musées où l'État a déposé des œuvres, où le Louvre a déposé. Il y a eu beaucoup de donations de différentes provenances, différents types de fonds. Donc nous sommes un musée des beaux-arts. Et la directrice du musée de France avait dit il faut que l'on sache que la Corse a un musée des beaux-arts. Certes, c'était le musée Fèche, avec la donation Fèche, mais gardons donc le donateur initial, en disant le Palais Fèche, parce que c'est lui qui l'a fait construire, et donnons le nom aussi de musée des beaux-arts, pour que l'on sache quand nous sommes un musée des beaux-arts. Et nous sommes le seul musée des beaux-arts de l'île, ce qui est très important. Alors vous avez été nommé pour donc diriger ce musée. Est-ce que le jour où on vous appelle et on vous dit Philippe Costamagna, voilà, on vous envoie à Ajaccio, voilà, est-ce que vous aviez conscience, même si vous étiez au fait de ce qui se passait en Corse et de la collection présente, mais est-ce que vous avez été surpris lorsque vous êtes arrivé de la richesse et des tableaux? Alors non. C'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle, parmi toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, je connaissais très bien la collection du cardinal Fèche. J'ai toujours parce que je vis en Corse depuis 1974, et je m'étais intéressé à ce personnage qui était le cardinal Fèche. En fait, c'est parce que cette collection était quand même, on le savait, quelque part, même si c'était mal considéré, mal expliqué, on savait que c'était la plus grande collection qui avait jamais été faite. On n'osait pas le dire parce qu'on pensait que tout était spolié, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais nous reviendrons là-dessus. Et donc, à chaque fois que je venais à Ajaccio, sauf juste avant 90, parce que je l'ai vu quand le musée était uniquement dans ce qui est aujourd'hui la Grande Galerie au premier étage, et ça a fermé l'année d'après. Et donc, je connaissais la collection, et j'étais déjà venu souvent dans les réserves. Jean-Marc Olivier m'avait montré beaucoup déjà le fond du musée. Je connaissais la collection. Difficile, c'est une des collections la plus difficile en France, mais peut-être on en reparlera. Mais parce que ce sont des peintures italiennes extrêmement difficiles à attribuer. Et donc, c'est là où maintenant c'est mis en charge je ne sais pas si de travailler ce fonds, de travailler cette collection, qui était faite énormément d'anonymes, parce que le cardinal avait dans ses volontés testamentaires, fait vendre les tableaux importants de la collection. Et donc à Ajaccio sont venus des tableaux qui étaient envoyés surtout pour leur iconographie, pour leur image, pour ce qu'ils représentaient. En fait, c'était vraiment... en gros, le cardinal avait envoyé les croûtes à Ajaccio. Il y a un côté peut-être plus éducatif que art très haut de gamme, je pense. Et en fait, par le fait que cette collection est une collection insulaire, beaucoup moins d'historiens d'art sont venus qu'ailleurs dans l'Hexagone, et du coup, elle a été mal étudiée. Et en plus, c'était des tableaux difficiles. Et donc, j'ai... rameuter, si j'ose dire, tous mes petits copains œil, et on étudie. C'est vrai que pour les Français c'est très difficile, mais l'État nous soutient dans cette démarche, parce que l'Institut national d'histoire de l'art a créé une base de données qui s'appelle le Rétif, où il y a toutes les peintures italiennes en France. Évidemment, la Corse et le musée d'Ajaccio, grâce à la donation large du cardinal Fèche et de son neveu Joseph Bonaparte, ont
on fait qu'il y a il y a presque un quart des peintures italiennes en France sont en Corse. Donc par ce rétif, on essaye, on fait venir des historiens qui viennent, chaque fois. Alors c'est toujours très compliqué les attributions, parce qu'on dit une chose, l'autre en dit une autre, et puis un jour on trouve un consensus parfois. C'est fou quand même, un quart des peintures italiennes en France sont à Ajaccio. Bon, je pense que c'est derrière le Louvre qui doit être premier, oui, bien sûr. C'est ça. Ensuite Ajaccio, c'est fou quand même. C'est impressionnant, moi je le sais depuis longtemps, mais en revanche, ce que je ne sais pas, ce que je vous ai jamais demandé, c'est parmi cette profusion d'œuvres que nous avons au musée, en incluant les œuvres napoléoniennes, quelle est votre préférée? Pourquoi, évidemment? Moi? Ouais. Alors, il ne faut jamais poser cette question, parce qu'on a... C'est la question, qu'est-ce que vous sauveriez au Louvre? C'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas tout sauver. Cocteau avait répondu le tableau le plus proche de la porte. Mais quel est mon tableau préféré? J'ai beaucoup de tableaux. C'est par période. En fait, c'est vrai que j'ai une passion pour l'homme au gant. On pourrait parler éternellement de l'homme au gant pour beaucoup de raisons. C'est un tableau qui avait été ignoré, qu'on a restauré, on fait une exposition absolument formidable. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai faite. C'était Paul Johannides, qui est un ami qui est professeur à Cambridge, où on avait réuni les 7 portraits de Titien de la même période. C'était absolument, parce qu'on était regardé par ces 7 tableaux. Mais voilà, mais vous savez, j'adore les tableaux de Sablé. En fait, peut-être un de mes tableaux préférés, c'est le tableau de la mère, de la jeune veuve avec son enfant qui tient une petite poupée de Paolini, parce que c'est tout un tableau qui raconte une histoire, en fait. Mais c'est à chaque fois, quand on est devant une œuvre, on se raconte quelque chose et devient le tableau préféré. Ouais, c'est une question plutôt difficile, là, comme film. Oui, c'est comme si on te disait, quel est ton film préféré? Un film avec Stallone, forcément. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'on peut rentrer dans les musées sans culture, parce que justement, quand on est en face d'un tableau, que le tableau vous parle. Et les gens ont peur d'aller dans les musées. Ça, c'est terrible, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la culture suffisante, alors que c'est faux. Et puis après, c'est chacun avec sa sensibilité aussi. Absolument. Peut appréhender un tableau. Puis il y a le tableau en lui-même. Il y a peut-être aussi l'histoire du tableau. Vous l'avez un petit peu évoqué, un peu méconnu, qu'on a redécouvert par la suite. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer lorsqu'on regarde un tableau Bien sûr. Regardez, je pense que depuis que le tableau de Poussin a été volé, il est beaucoup mieux connu, les gens le voient différemment. C'était une publicité. Mais là, je reviens un petit peu à ma question de la dernière fois. Est-ce que ça, finalement, cette affaire de tableau volé, restitué, etc., est-ce que ça n'a pas été un coup de pub extraordinaire? Parce que plein de gens se sont dit, mais il y a des œuvres d'une valeur inestimable dans ce musée. Alors, absolument. Oui. Absolument. Et je dois dire qu'une heure après le vol des tableaux au musée, j'ai vu arriver les caméramans et les journalistes de TF1. Je leur ai dit, c'est formidable, je vous attends depuis l'ouverture du musée. Et je dois dire, et c'est vrai que ça fait une publicité. Ça a été un coup terrible pour nous, pour la ville, et je dois dire, j'ai eu un soutien. Les Ajacciens étaient extrêmement... Et même les Corses en général. Ils se sentaient dépossédés de quelque chose. Oui, et ça, c'était formidable, je dois dire. Mais ça a été un moment difficile, mais ça a été une publicité extraordinaire pour ce musée. Mais ça aurait pu être tragique, parce que l'œuvre aurait pu être détruite, les œuvres auraient pu être abîmées. Elles sont revenues. Les deux, donc, sont C'était revenus. 4 tableaux. Ah oui, c'était 4, mais il y en avait 2 particulièrement. En fait, voilà. Particulièrement, je dirais. Ils avaient essayé, en fait, on sait qu'ils avaient essayé de voler le Titien. Ils n'ont pas réussi à le décrocher. Enfin, pas au pluriel, mais au singulier, n'a pas réussi à le décrocher, et du coup, il a pris 2 autres tableaux par hasard. Enfin, tout est bien qui finit bien. Et donc, ces tableaux-là auront une histoire particulière par rapport aux autres. Ce sont les tableaux qui ont disparu, qui ont été restitués. Eh bien, messieurs, on se donne rendez-vous demain pour la suite de cette émission, à la fin même de cette émission, pour la semaine. À demain. À demain. À demain. Bonjour Philippe Perfettini. Bonjour Frédéric. En pleine forme pour ce vendredi, fin Toujours. de semaine, avec notre invité Philippe Costamagna. Bonjour Philippe. Bonsoir.
Bonsoir, évidemment, 18h10, directeur des musées de la ville d'Ajaccio. On a beaucoup parlé avec vous de votre passion, qu'est l'art, la peinture, etc., du Palais Fèche. On va parler un petit peu aujourd'hui, Philippe, des projets de ce Palais Fèche, parce que je crois qu'il se passe des choses là. Il se passe des choses depuis 10 ans maintenant que vous êtes aux manettes de l'établissement, surtout au niveau des expositions temporaires. Vous avez organisé plusieurs expos d'envergure, dont 2 sont restés dans ma mémoire, Lucien Bonaparte et Florence au grand siècle. Qu'est-ce que vous préparez là pour les mois à venir? Alors, si vous voulez, on a, et ça vous le savez aussi bien que moi, Philippe, on a une politique d'exposition parce qu'on a différents axes dans notre collection. On a cette colossale collection de peinture italienne. Nous sommes aussi un musée des Beaux-Arts, donc on en a parlé hier ou avant-hier. Et nous avons aussi une collection napoléonienne. Donc on essaye dans nos expositions un peu de rythmer et d'expliquer. Donc nous avons aussi un devoir de recherche. Et par la recherche, on enseigne quelque chose aussi, on transmet quelque chose. Et donc, mon prédécesseur, Jean-Marc Olivesi, avait fait des expositions sur Rome, Naples au XVIIe siècle, ce qui était absolument formidable. Et donc, il fallait continuer parce que nous sommes la plus grande collection du XVIIe siècle italien en France, il ne faut pas l'oublier. Et donc... toujours Louvre exclu, donc c'était intéressant de faire connaître. Donc on a fait une exposition sur Florence au XVIIe siècle. On a fait alors on peut pas faire des expositions colossales parce que d'abord nous avons des budgets limités et nous avons des espaces limités. Donc à chaque fois on essaie de trouver un thème. J'avais fait là pour Florence, on avait pris l'art et littérature parce que justement ça correspond tout à fait à Florence dont on a aussi parlé. Et après, on a fait on a fait Milan, la Lombardie au XVIIe, où c'était extrêmement violent. Donc, on a fait tout ce qui était de violence et beauté à Milan. Et ça, c'était important parce que c'était des écoles qui n'avaient jamais été montrées en France. Donc, c'est-à-dire le côté pointu et du musée d'Ajaccio. Et là, maintenant, tu es en train de préparer pour 2018 une exposition sur Venise au XVIIe siècle. Alors ça c'est encore plus pointu, ça va être absolument magnifique. Et ça va vous plaire, je crois. Hein. Oui, ça va vous plaire. Mais surtout ça n'a jamais été fait en dehors de Venise même. Donc c'est très bien. Donc en plus ce sont des chercheurs, à chaque fois ce sont des chercheurs qui sont les spécialistes de la chose et qui c'est pas toujours facile de monter des expositions, donc ils n'ont pas l'occasion de mettre leurs découvertes. Et donc ce sont des expositions qui sont des visions moderne, nouvelle, donc pour le public, il apprend quelque chose. Et nous, on apporte quelque chose à l'histoire de l'art. Après, on a un devoir, toujours dans ce même esprit, on a dans nos expositions napoléoniennes, on fait aussi le résultat de recherche. On a fait Lucien Bonaparte, c'était donc une magnifique exposition, c'était l'exposition de réouverture du musée, et je dois dire... scientifiquement très 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 importante, parce qu'elle a fait découvrir vraiment cette personnalité. On a fait, on fait Caroline et là on est en train de montrer que Caroline était une femme, parce qu'on fait la Caroline princesse impériale qui habitait à l'Élysée et la Caroline reine de Naples. On voit l'évolution. L'une c'était une princesse impériale, une Ajaxienne à Paris, qui était absolument couverte de les bijoux les plus somptueux de Chaumet et qui achetait des choses extrêmement chères, des tableaux très importants. Et à Naples, c'était la chercheuse qui faisait prendre les personnes à son service les plus fines, les plus raffinées, les plus... Et alors, dans sa collection, elle prenait des choses beaucoup moins voyantes, beaucoup plus... Et on va montrer ces deux choses. Et on a découvert beaucoup de choses sur Caroline. Et voilà, on a fait l'exposition du bivouac qui était vraiment très très importante parce que c'était de l'aboutissement de recherche et de restauration faite au Mobilier National. Donc, et de l'autre côté, dans cet esprit de recherche, parce qu'on parle de recherche, on a la recherche sur le cardinal Fesch. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Je ne sais pas si on en parlera peut-être quand on parlera du cardinal. Oui, dans une dizaine de jours, on parlera du cardinal Fesch. Et il y a un projet, j'ai entendu dire, un projet autour de la création d'un musée napoléonien dans la ville d'Ajaccio, autour du musée du salon napoléonien d'Hôtel de Ville. Qu'en est-il? Quel est ce projet et comment est-il né?
Alors, disons, comment l'expliquer brièvement, que, en fait, j'avais décidé d'être ici pour 10 ans. Et ça fait 10 ans que je suis à Ajaccio, donc il était temps de... C'est passé trop vite. Hein. De faire d'autres choses. Mais Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, m'a demandé de rester pour envisager de faire un musée dédié à la famille Bonaparte. Ce qui, quelque part, m'amuse beaucoup. Parce que c'est un challenge, disons, et c'est imaginer le musée du futur, le musée de demain plutôt, de repenser le musée. Bon, c'est quand même incroyable qu'il n'y a pas de musée en France dédié à la famille Bonaparte. Il y a des lieux, il y a la Malmaison, il y a la maison natale ici. Il y a la maison Bonaparte, il y a les salons napoléoniens. Non, voilà, il y a Fontainebleau, il y a du napoléonien à Fontainebleau, mais il y a tout. Pardon, à Fontainebleau, c'est François Ier aussi, Fontainebleau. Il y a le musée de l'armée, mais le musée de l'armée, il y a de tout aussi. Certes, il y a Napoléon, il y a le tombeau. On pense à Napoléon quand on pense au musée de l'armée, mais ça va vraiment de la guerre de 100 ans à la guerre d'Algérie, je crois. Il y a du Napoléon au Louvre, il y a du Napoléon à Versailles, il y a du Napoléon à Compiègne, mais il n'y a pas de musée dédié uniquement à la famille Bonaparte en tant que personnage, et tout le monde le sait, mais c'est quand même le personnage le plus connu au monde, donc on dit même avant le Christ, parce que avant, oui, moi j'étais au fin fond du Kazakhstan, j'ai vu un berger me parler de Napoléon, on ne savait pas qui était le Christ, donc c'est une je veux dire, et donc bon, là, on comprend pourquoi la France n'a pas fait de musée dédié à Napoléon, parce que la Troisième République, quand même, le bonapartisme était difficile. Peut-être De Gaulle et Malraux ont fait autre chose que s'occuper de Napoléon, disons. Il y avait pas assez de distance avec peut-être le bonapartisme ou le personnage. Voilà, et le personnage, peut-être même De Gaulle par rapport à Napoléon aussi. Oui. Aujourd'hui, bon, c'était il y a 2 siècles maintenant, bon, peut-être que là... Voilà, et donc maintenant on peut faire un musée dédié, et pourquoi pas Ajaccio. Donc nous avons le soutien total de l'État, je dois dire, vraiment à tous les niveaux, et qui nous aidera par le dépôt d'œuvres d'art. Et aussi l'idée de transformer une partie de la mairie, ou une grande partie de la mairie, en musée napoléonien, c'est que c'est au centre de la ville. Ça va redonner, disons, et c'est en face des débarquements des bateaux de croisière. Et c'est vrai que les gens qui vont venir à Ajaccio pour trouver Napoléon vont être très nombreux. Donc, mais il faut leur donner, ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans un musée, qui ne vont jamais dans un musée, et donc il faut leur donner une vision, il faut les transporter. Ils ne vont pas regarder des œuvres d'art, ils vont venir chercher, découvrir la personnalité de Napoléon Ier, de cette famille, de toute la famille Bonaparte, et de Napoléon III, parce que c'est vraiment tout ça, et ce sont des personnages qui ont été importants pour la Corse, et qui ont fait la France aussi. Donc, les visiteurs vont rentrer, et je voudrais qu'ils soient complètement pris dans une histoire. C'est-à-dire, donc, on va avoir recours aux multimédia, et à toute forme, il faut qu'ils aient de la musique, du bruit, voilà, et qui découvrent à la fois la grande histoire, la petite histoire, parce que je pense que tout le monde est intéressé finalement de savoir qui étaient les frères de Napoléon, qui était toute cette famille impériale qui a régné sur tous les trônes d'Europe, et donc de toute façon ils vont avoir les portraits dès qu'ils vont rentrer dans la première salle, parce que le salon napoléonien se trouve au centre, mais donc on va mettre au même niveau, on va mettre, si vous voulez, le cinéma à Belgance au même niveau qu'une œuvre d'art des plus grands artistes, des objets d'art, voilà. Et donc c'est un challenge. Là, nous parlons de l'idée, parce que nous sommes encore sur l'idée. Mais on espère que... Mais ça nous amuse. Moi, je trouve ça très intéressant, et c'est un laboratoire qui plaît, qui intéresse beaucoup, je vous dis aussi... les différents ministres de la Culture, parce que ce n'est pas n'importe quel personnage. Et puis c'est un argument de la part de notre député maire, peut-être pour vous garder un petit peu plus il a réussi. Ici, à Ajaccio. Donc bravo monsieur le maire, vous avez réussi votre mission à ce niveau-là. Donc on espère évidemment, Philippe, que ça aboutisse, parce que c'est un très beau projet en tout cas. Eh bien, on a passé une très belle semaine avec vous, Philippe Costamagne. Je pense qu'on va se donner rendez-vous très bientôt pour, pourquoi pas ouvrir une nouvelle page. On parlera du cardinal Fesch. Il y a tellement de choses à dire, n'est-ce pas, Philippe, sur le cardinal Fesch? C'est sans fin. Et on va s'y atteler très vite. On va rendre à Lisa cette émission pendant une petite semaine. On se retrouve dans une dizaine de jours, Philippe Costamagne. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.